Alors, je l'ai fait. J'ai emballé mon banc de piano, la courte pointe de ma grand-mère et 43 ans de silence, et j'ai déménagé pendant qu'il s'asseyait pour le dîner de Thanksgiving. Je m'appelle Eleanor. J'ai 68 ans. J'ai des mains douces à force d'appuyer sur les touches de piano pendant des décennies, et je fais la meilleure tarte aux pommes du comté de Fairview, au moins. C'est ce que mon défunt mari, Gérald, avait l'habitude de dire chaque novembre jusqu'au jour de son décès. Je ne suis pas une femme dramatique. Je n'élève pas la voix. Je ne claque pas les portes. J'ai été élevée pour être gracieuse dans chaque pièce où j'entrais. Et j'ai passé 68 ans à faire exactement cela. Mais il y a une limite à la grâce. Il y a un moment où rester silencieux n'est plus de la gentillesse. C'est simplement disparaître. Laissez-moi revenir au début parce que cette histoire n'a pas commencé à Thanksgiving. Elle a commencé 2 ans plus tôt un mardi après-midi de mars quand mon fils Robert m'a appelé de sa voiture et m'a dit « Maman, nous pensons que tu devrais venir vivre avec nous. » Gérald était parti depuis 7 mois. La maison que nous avions partagée pendant 31 ans, une coloniale jaune pâle sur Birchwood Lane, avec un porche enveloppant et une salle de musique que j'avais construite spécifiquement pour mon Steinway droit, était devenue très grande et très silencieuse. Je marchais de pièce en pièce certains soirs et n'entendais rien d'autre que mes propres pas. Ma sœur Margaret n'arrêtait pas d'appeler pour prendre de mes nouvelles. Mon médecin a mentionné quelque chose à propos de la tension artérielle. Alors quand Robert a appelé, j'ai écouté. Sandra et moi avons parlé, a-t-il dit. La suite d'invités est juste vide. Les enfants adoreraient t'avoir plus près. C'est logique, maman. Je lui ai demandé s'il était sûr. Je lui ai demandé si Sandra était sûre. Absolument, a-t-il dit. Nous voulons que tu sois là. Je l'ai cru. Je n'avais aucune raison de ne pas le faire. Robert est mon enfant unique et je l'ai élevé pour qu'il soit honnête. Il n'a jamais été un garçon malhonnête, mais les gens changent quand des prêts immobiliers sont en jeu, je suppose. J'ai vendu ma maison sur Birchwood Lane en mai. Les acheteurs étaient un jeune couple avec un bébé et un border collie, et la femme avait les larmes aux yeux quand je lui ai remis la clé. Je comprenais cela. J'avais des larmes dans les miens aussi. Bien que j'ai attendu d'être dans ma voiture pour les laisser tomber. Je ne voulais mettre personne mal à l'aise. J'ai emménagé chez Robert et Sandra à Dunor le même week-end. Leur maison était plus neuve que la mienne, une grande maison à 2 étages de couleur beige et marron dans un lotissement où chaque jardin se ressemblait exactement. La suite d'invités était au premier étage, à côté de la buanderie. Elle avait une fenêtre qui donnait sur la clôture, mais c'était propre et c'était la famille. Et je me suis dit que c'était suffisant. Pendant les premières semaines, tout semblait plein de possibilités. Ma petite fille Lily, qui avait 9 ans, venait s'asseoir sur mon lit tous les matins avant l'école et me laissait lui tresser les cheveux. Mon petit-fils, James, qui avait 12 ans, m'a demandé de lui apprendre le début de Furelis sur le petit clavier que j'avais installé dans le coin de ma chambre, car il n'y avait pas d'autre espace pour cela. Sandra faisait du café tous les matins et je m'asseyais à l'îlot de la cuisine et le buvais et nous parlions de rien en particulier, des voisins, du temps, d'une émission de rénovation de maison qu'elle regardait. Au cours de ces premières semaines, cela ressemblait à quelque chose de réel. Puis lentement, sans aucun moment précis que je puisse désigner, les choses ont changé. Cela a commencé par les matins. Sandra travaillait à domicile 3 jours par semaine et elle aimait le silence avant 10 heures. Je comprenais cela. J'ai arrêté de pratiquer avant midi. Puis elle a mentionné un jour gentiment que le son du clavier portait jusqu'à son bureau même avec la porte fermée. Alors j'ai commencé à utiliser des écouteurs. Puis elle a demandé si je pouvais peut-être attendre après ses appels de l'après-midi également parce que le son voyageait étrangement dans la maison. J'ai dit, bien sûr. J'ai pratiqué de 3 à 5 heures quand les enfants étaient de retour de l'école et que le bruit n'était pas une de mes préoccupations ou apparemment celle de personne d'autre. Mais la musique a diminué, je pouvais la sentir diminuer. Puis sont arrivées les responsabilités ménagères qui sont apparues progressivement, avec désinvolture, comme si chaque nouvelle tâche n'était qu'une chose naturelle qui me tombait dessus. J'ai commencé à chercher Lily à l'école les mardis et jeudis parce que Sandra avait des appels consécutifs. Puis c'est devenu tous les jours. Puis ce sont devenus Lily et James tous les deux avec un arrêt à la pharmacie en rentrant à la maison. Puis, dîner, maman, tu as toujours aimé cuisiner. J'ai pensé que ça ne te dérangerait pas, est devenu ma responsabilité. 4 soirs par semaine, puis 5.
Ça ne me dérangeait pas de cuisiner. Honnêtement, ça ne me dérangeait pas. Ce qui me dérangeait, c'était de ne jamais être demandé. Ce qui me dérangeait, c'était l'hypothèse. En septembre, je me réveillais à 7 heures, préparais le petit déjeuner, préparais les enfants, faisais une lessive, allais les chercher à l'école, préparais le dîner et nettoyais la cuisine. Je jouais du piano pendant 45 minutes les jours où l'emploi du temps de Sandra le permettait. Je veux être juste envers Robert parce que la justice est importante pour moi. Il travaillait de longues heures au cabinet d'ingénieur, et quand il rentrait, il était fatigué. Il m'embrassait la joue à la porte, mangeait le dîner, jouait avec les enfants pendant 30 minutes, et s'endormait sur le canapé. Je ne pense pas qu'il ait remarqué ce qui se passait dans sa propre maison. Je ne pense pas qu'il ait remarqué beaucoup de choses. Sandra remarquait tout. Ce n'était pas une femme cruelle. Soyons clairs à ce sujet. Elle était intelligente et efficace et très bonne dans son travail, et elle traversait la vie avec une certitude que j'enviais parfois. Elle tenait des calendriers codés par couleur et des plans de repas et une liste d'épicerie continue sur son téléphone. Et elle ne semblait jamais se demander si elle en faisait assez, ce qui est, je suppose, un don d'une sorte. Elle ne me détestait pas. J'étais simplement utile. J'étais la variable dans son équation domestique qui faisait fonctionner tout le reste. Et tant que je continuais à travailler, elle n'avait pas besoin de m'examiner de trop près. Le piano fut la première vraie tension. La sœur de Sandra, Diane, devait venir en octobre, et Sandra voulait transformer le petit salon où mon clavier avait migré après que la chambre d'amis soit devenue trop exiguë en une chambre temporaire pour Diane. Raisonnable, je comprenais. Mais pendant que Diane restait une semaine, le clavier est resté dans le garage pendant 3 parce que Sandra n'arrêtait pas de dire qu'elle m'aiderait à le remettre et n'arrêtait pas de ne pas le faire. Quand je l'ai finalement déplacé moi-même un dimanche après-midi, il s'est retrouvé dans le coin de la buanderie à côté de l'étagère à lessive. J'ai joué 3 hymnes dans la buanderie ce soir-là avec des écouteurs, assise sur une chaise pliante, et j'ai pensé à Gérald. J'ai pensé à la salle de musique de Birchwoodland avec ses fenêtres orientées sud et la façon dont la lumière de l'après-midi tombait sur les touches en hiver. J'ai pensé à mes élèves. J'avais enseigné le piano pendant 31 ans et combien d'entre eux s'étaient assis sur ce banc dans cette pièce et avaient joué quelque chose de beau pour la première fois. J'ai pensé à tout l'espace que j'avais abandonné et à tout l'espace dans lequel j'avais été replié. Je n'ai pas pleuré. J'ai pris note mentalement. Novembre arriva froid et rapide. Le travail de Sandra était chargé. Le projet de Robert était en retard. Les enfants avaient des activités tous les après-midi. Et j'étais en mouvement constant depuis le moment où je me réveillais jusqu'au moment où je m'asseyais seul dans ma chambre la nuit. J'ai arrêté de suggérer des choses. J'ai arrêté de demander si quelqu'un voulait jouer aux cartes après le dîner ou si nous pouvions regarder un film ensemble le vendredi. Au bout d'un moment, on arrête d'envoyer des invitations qui ne sont jamais acceptées. Le mardi avant Thanksgiving, j'étais dans la cuisine en train de faire du bouillon pour le repas de fête, os de dinde, céleri, les dernières carottes du jardin. Sandra était dans la pièce d'à côté, le petit salon attenant à la cuisine, en appel vidéo avec sa colocataire d'université dont je savais le nom était Beth. Je n'écoutais pas aux portes. La porte était ouverte. Je remuais le bouillon. J'ai entendu Sandra rire de quelque chose et puis je l'ai entendu dire de la voix facile que les gens utilisent quand ils pensent que personne d'important n'écoute, « Oh, elle va bien. Elle est toujours là. Elle cuisine. Elle fait le trajet scolaire. Elle fait la lessive. » Honnêtement, c'est comme avoir une femme de ménage à domicile sauf que nous nous sentons coupables parfois. Il y eut une pause. Beth a dit quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Non, elle ne va nulle part, a dit Sandra. Elle faisait du piano avant, mais je veux dire, ce n'est pas vraiment pratique. Les enfants ne veulent pas entendre des gammes toute la journée, et franchement, moi non plus. Elle existe juste ici. Elle existe juste ici. J'ai continué à remuer le bouillon. Je n'ai pas renversé une goutte. J'ai baissé légèrement le feu car il commençait à mijoter trop vite. Et je suis retourné dans ma chambre et je me suis assise sur le bord de mon lit et j'ai regardé mes mains, les mêmes mains qui avaient appuyé sur les touches pendant 60 ans, qui avaient tressé une centaine de têtes de cheveux, qui avaient tenu la main de Gérald à la fin. Et j'ai pensé, j'ai 68 ans et je suis devenu un meuble dans la maison de mon fils. Ce fut le jour où j'ai décidé. Je voudrais dire que cela a été dramatique. Ça ne l'a pas été. Cela a été calme et clair.
La façon dont les décisions se sentent quand on les retourne depuis longtemps sans l'admettre. J'ai pensé à ce que Gérald aurait dit. Il aurait dit, Ellie, qu'est-ce que tu attends? Il me taquinait sur le temps que je prenais pour réfléchir avant d'agir sur quoi que ce soit. Il avait raison, comme il le faisait souvent. J'avais de l'argent. C'est ce que Sandra ne savait pas. Ce que personne dans cette maison ne savait parce que cela n'avait jamais été mentionné et je ne l'avais jamais mentionné parce qu'une femme de mon âge apprend tôt que vos ressources sont la seule chose que vous protégez. Quand j'ai vendu la maison de Birchwood Lane, j'avais investi les fonds avec ma conseillère financière, une femme pragmatique nommée Caroline, que je connaissais depuis le début des années 90. J'avais ma pension d'enseignante, petite mais fiable. J'avais un compte d'épargne que je construisais depuis que Gérald et moi étions jeunes mariés, y ajoutant chaque mois pendant 40 ans. Même les années difficiles où la chaudière tombait en panne 2 fois en un hiver et Robert avait besoin d'un appareil dentaire et l'argent était un défi créatif plutôt qu'un acquis. Gérald et moi n'avons jamais touché à ce compte. Nous l'appelions l'argent pour plus tard. Un jour, nous ferions le voyage en Écosse qu'il a toujours voulu. Un jour, nous referions la cuisine. Le jour d'après est devenu l'année prochaine. Et puis Gérald est tombé malade et ce jour n'est jamais venu, mais l'argent était là. Et maintenant, je savais exactement à quoi il me servirait. J'ai appelé Caroline le lendemain matin depuis le parking de l'épicerie pendant que mon caddie rempli d'ingrédients de Thanksgiving était dans le coffre. À quelle vitesse puis-je accéder au montant total, ai-je demandé. Elle est restée silencieuse un instant. Eleanor, ça va? Je vais mieux que depuis des mois, ai-je dit. Je veux trouver un appartement. Elle a expiré. Dieu merci, a-t-elle dit, ce qui m'a appris quelque chose sur ce qu'elle avait observé de loin. Je n'ai rien dit à Robert. Je n'ai rien dit à Lily ou James. Bien que j'ai détesté cette partie. J'ai appelé mon ancienne élève, Angela, qui était devenue agent immobilier résidentiel dans le comté voisin. Et je lui ai demandé de m'aider à trouver quelque chose. Je lui ai dit ce dont j'avais besoin. Une chambre, une bonne lumière naturelle, assez de place pour un piano droit, un immeuble calme, à une distance raisonnable du quartier de Robert parce que je ne voulais pas disparaître de la vie de mes petits-enfants. Je voulais simplement arrêter de disparaître de la mienne. Angela m'a trouvé 3 options en 2 semaines. La deuxième était la bonne. Je l'ai su dès que je suis entré, un appartement d'une chambre au 4e étage d'un immeuble rénové sur Chester Street. Au plafond, 2 fenêtres orientées sud, une politique d'immeuble qui autorisait les instruments de musique pendant les heures de jour, le genre d'endroit où une femme pouvait respirer. J'ai signé le bail un jeudi après-midi pendant que les enfants étaient à l'école et Sandra était en appel et Robert était au bureau. Le Steinway, mon vrai piano, le droit que j'avais vendu avec la maison de Birchwood Lane était parti. Mais j'ai trouvé un Boston Pride d'occasion dans un magasin de musique à Hadley qui était en excellent état. Le propriétaire du magasin était un musicien à la retraite nommé Harold qui m'a fait un prix juste et a arrangé la livraison. Quand je lui ai dit à quoi servait le piano, il a dit « Tant mieux pour vous ». Je l'ai remercié et j'ai écrit le chèque et n'ai pas donné plus d'explications. Le jour du déménagement était Thanksgiving. J'avais choisi la date délibérément et je veux être honnête à ce sujet. Une partie de moi l'a choisi par pragmatisme, Sandra et Robert recevaient ses parents, sa sœur Diane et 3 cousins. La maison serait pleine, la cuisine serait chaotique, et personne ne remarquerait que j'avais transporté des cartons dans ma voiture pendant 2 jours. L'autre partie de moi, la partie dont je suis moins fière et aussi pas entièrement honteuse, l'a choisie parce que j'avais passé 48 ans à organiser Thanksgiving. J'en avais cuisiné 31 seuls de toutes pièces pour Gérald et divers parents et voisins et tous ceux qui n'avaient nulle part où aller. J'avais préparé les repas de fête de cette famille pendant 2 ans sans qu'on me le demande et sans me plaindre. Et je me suis dit, laissez-les le faire une fois sans moi et voyez ce que ça fait. J'avais emballé par petites quantités, tranquillement, pendant 3 semaines. Une boîte de livres ici, un sac de vêtements d'hiver là, la courte pointe de ma grand-mère pliée dans une valise, mes photos encadrées, la petite horloge en argent que Gérald m'avait offerte pour notre 30e anniversaire. Chaque chose que je déplaçais me donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même que je n'avais pas pleinement réalisé avoir laissé derrière moi. Le matin de Thanksgiving, je me suis réveillé à 6 heures. J'ai fait du café et me suis assise à la table de la cuisine pour la dernière fois dans le calme matinal avant que quiconque ne soit levé. Et j'ai regardé autour de cette cuisine, les armoires soigneusement organisées que j'avais réorganisées en juillet, le porte-épices que j'avais alphabétisé,
la jardinière que j'avais plantée d'herbe en septembre et qui était encore vivante en novembre parce que je les arrosais tous les matins. J'avais fait fonctionner cette cuisine. J'avais maintenu cette maison en marche sans titre, sans un merci, sans que personne ne remarque ce qui se passait. J'ai laissé une carte sur le comptoir de la cuisine. J'avais longuement réfléchi à ce que j'allais écrire, et finalement, je l'ai gardé simple. J'ai écrit « Robert, je t'aime. Je serai toujours ta mère, mais j'ai besoin de redevenir moi-même, et je ne peux le faire que dans mon propre espace. Les horaires des enfants sont sur le réfrigérateur. Les haricots verts doivent être commencés avant midi, sinon ils ne seront pas prêts à temps. Appelle-moi quand tu seras prêt à parler. Maman. J'ai adressé une enveloppe séparée à Lily et James. Je leur ai dit que je les aimais plus que tout au monde, que je déménageais dans un nouvel endroit proche, et qu'ils étaient les bienvenus à tout moment s'ils voulaient venir jouer du piano avec moi ou manger de la tarte aux pommes ou simplement s'asseoir. Je leur ai dit que ce n'était pas une chose triste, même si cela pouvait le paraître. Je leur ai dit que les personnes qui s'aiment peuvent vivre dans des maisons différentes et s'aimer tout autant. J'ai scotché cette enveloppe à la porte de la chambre de James, où je savais qu'il la trouverait. À 8h15, j'ai chargé le dernier sac dans ma voiture, mon clavier toujours dans la buanderie que j'avais laissé derrière moi. Qu'il le garde. J'avais un vrai piano qui m'attendait dans Chester Street. J'ai quitté cette maison beige et marron dans le gris matin de novembre, et je n'ai pas regardé dans le rétroviseur avant d'être au bout de la rue. Quand j'ai regardé en arrière, la maison avait exactement l'air qu'elle avait toujours eu. Lumières allumées dans la cuisine, la voiture de Sandra dans l'allée, le jardin exactement comme tous les autres jardins du lotissement. Rien d'inhabituel. Rien qui disait qu'une femme avait passé 2 ans à y vivre comme un fantôme et avait finalement décidé de partir. L'appartement de Chester Street sentait la peinture fraîche et la possibilité. Angela avait arrangé la livraison de mes meubles la veille, donc l'essentiel était en place, lit fait, canapé face aux fenêtres, cuisine approvisionnée en articles essentiels. Et dans le coin du salon, là où 2 fenêtres orientées sud se rejoignaient en angle, et où la lumière de l'après-midi tomberait exactement comme il fallait, le Boston Upright attendait. J'ai posé la courte pointe de ma grand-mère sur le canapé. J'ai mis la petite horloge en argent sur le comptoir de la cuisine. J'ai ouvert les 2 fenêtres sud d'1 pouce pour laisser entrer l'air froid de novembre. Et je me suis assise au piano et j'ai joué. J'ai joué pendant 1 heure. J'ai joué Chopin. Et j'ai joué Gershwin. Et j'ai joué l'hymne que Gérald demandait toujours le dimanche matin. Et j'ai joué des gammes longues, prudentes, patientes. Parce que les gammes ne sont pas ennuyeuses pour quelqu'un qui aime un instrument. Elles sont le son d'un musicien qui revient à lui-même. Mon téléphone s'est allumé à 12h43. Robert. Je l'ai laissé sonner. Il a sonné de nouveau à 1h15. Puis Sandra. Puis Robert de nouveau 2 fois. Puis un numéro que je ne reconnaissais pas et que j'ai appris plus tard être le portable de la mère de Sandra. Puis Robert 4 fois de plus entre 2h et 4h. J'ai compté 11 appels avant 17h. À 17h17, Robert a envoyé un message. Il disait « Maman, où es-tu ? Nous sommes inquiets. S'il te plaît, appelle. » À 18h, je l'ai rappelé. J'avais mangé un bol de soupe à ce moment-là, debout à ma fenêtre de cuisine, regardant Chester Street, observant la lumière changer. Je me sentais calme. Je me sentais plus moi-même que je ne l'avais été depuis 2 ans. Il a répondu à la première sonnerie. « Maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Où es-tu ? Nous sommes descendus et ta chambre est vide. Nous n'avons pas. Sandra est. Robert, ai-je dit. Je vais bien. Je suis dans mon nouvel appartement. Silence. Tu es quoi ? J'ai loué un appartement sur Chester Street. Je le planifiais depuis plusieurs semaines. Je vais parfaitement bien et je suis très à l'aise. Maman, c'est Thanksgiving. Tu viens de. Tu es parti à Thanksgiving. Sans rien dire. J'ai pensé à la carte sur le comptoir de la cuisine. J'ai laissé une note. Tu as laissé une note ? Maman, nous avions 14 personnes ici. Sandra a dû. Nous n'avions pas assez de nourriture. Il n'y avait pas personne n'a fait les haricots verts. J'ai presque souri à cela. Presque. Les instructions étaient dans la carte, ai-je dit. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé ?
Si quelque chose n'allait pas, tu aurais dû me le dire. Je suis resté silencieuse un instant parce que je voulais bien dire cette partie. J'y avais réfléchi pendant des semaines. J'ai dit, Robert, je ne t'ai pas parlé parce que rien de dramatique ne s'est passé. Personne n'a été cruel avec moi. Personne ne m'a crié dessus ni enfermé dehors. On m'a simplement demandé d'être moins que ce que je suis, petit à petit, pendant 2 ans jusqu'à ce que je réalise que j'étais devenu une fonction dans votre foyer au lieu d'une personne. Et je suis trop vieille et trop fatiguée et franchement trop capable pour accepter cela. Il est resté silencieux pendant longtemps. J'entendais des voix en arrière-plan. Le bruit des assiettes. L'enfant de quelqu'un posant une question. Le piano, a-t-il finalement dit, sa voix avait changé. La buanderie, entre autres choses, ai-je dit. Il a expiré. Et dans cette expiration, j'ai entendu mon fils, le garçon qui s'endormait dans la voiture et qui pleurait à chaque film impliquant un chien, et qui m'appelait tous les dimanches pendant les 2 premières années après la mort de Gérald, avait l'habitude de parler. Il était toujours là, sous le poids du prêt immobilier, des longues heures et de la vie organisée que sa femme maintenait. Je suis désolé, maman, a-t-il dit. Et il le pensait. Je pouvais le dire. Je sais, ai-je dit. Je sais que tu le es. Nous avons parlé pendant 40 minutes supplémentaires. Il a demandé à venir voir l'appartement. Je lui ai dit que le lendemain de Thanksgiving, c'était bon. Il m'a demandé si je voulais qu'il amène Lily et James. Et j'ai dit, oui, absolument, oui, amenez les enfants. J'ai des ingrédients pour la tarte aux pommes et un piano qui doit être présenté correctement. Sandra et moi avons parlé 4 jours plus tard. C'est elle qui a appelé, ce qui m'a surprise et m'a fait la respecter plus que je ne l'avais fait depuis longtemps. Elle ne s'est pas excusée pour des choses spécifiques, ce n'est pas la manière de Sandra, mais elle a dit, je crois que j'ai cessé de te voir comme une invitée et que j'ai commencé à te voir comme une ressource et c'était mal. Je suis désolé d'avoir mis trop de temps à le réaliser. Ce n'était pas une excuse parfaite. C'était une excuse honnête. Et j'ai constaté que les excuses honnêtes sont plus rares et plus précieuses que les parfaites. Je lui ai dit que j'appréciais. Je lui ai dit que je ne reviendrais pas dans leur maison et que j'espérais qu'elle comprendrait que ce n'était pas une punition. C'était simplement ce dont j'avais besoin. Elle a dit qu'elle comprenait. Je crois qu'elle l'a fait. Lily et James sont venus le Black Friday après-midi avec Robert. Et Lily est entrée dans mon appartement et s'est immédiatement dirigée vers le piano comme un petit aimant attiré vers le nord. Elle a appuyé sur le dos central avec un doigt et m'a regardé avec de grands yeux. C'est à toi, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit. Et aussi tous les vendredis après-midi si tu veux. Elle s'est assise sur le banc, mon banc, celui que j'ai apporté du stockage, celui avec le siège en velours rouge que Gérald m'avait retapissé comme cadeau d'anniversaire il y a 20 ans. Et elle a posé les 2 mains sur les touches et les a regardées comme si c'était quelque chose qu'elle attendait de voir. James se tenait dans l'embrasure de la porte, mangeant de la tarte aux pommes dans un bol et regardant sa sœur. Et Robert se tenait à côté de moi et j'ai versé du café et Chester Street tenait la dernière lumière de novembre dans les 2 fenêtres. C'était il y a 7 mois. Je vais vous dire à quoi ressemble ma vie maintenant parce que je pense que cela compte. Je pense que la fin compte. Je pratique le piano 3 heures par jour. Le matin, je joue d'un livre de standard de jazz que Harold, du magasin de musique, m'a recommandé. L'après-midi, je travaille sur les nocturnes de Chopin que je voulais apprendre depuis 15 ans et pour lesquels je n'ai jamais eu le calme nécessaire. Le vendredi après-midi, Lily vient et je lui enseigne, et elle est sérieuse et impatiente, comme le sont toujours les bons élèves. Et parfois James vient et mange ce que j'ai préparé et écoute avec ses écouteurs autour du cou comme un adolescent qui ne veut pas admettre qu'il écoute. J'ai rejoint un club de lecture à la bibliothèque publique le mercredi. J'ai commencé à marcher 2 miles chaque matin le long du chemin de la rivière à 2 pâtés de maison de mon immeuble. J'ai déjeuné avec ma sœur Margaret en avril et elle a dit que j'avais meilleure mine que depuis des années. Je lui ai parlé de l'appartement et du piano et elle a levé sa tasse de café et a dit, à Chester Street. Nous avons trinqué. Je cuisine pour moi maintenant et seulement pour moi, sauf quand je choisis de cuisiner pour les autres. Cette distinction, le choix, c'est ce qui fait la différence. Robert et moi dînons ensemble tous les 2 dimanches. Parfois Sandra vient et ce n'est pas inconfortable et parfois elle ne vient pas. Et c'est bien aussi. Nous retrouvons notre chemin vers quelque chose qui n'est pas ce que nous étions avant. Parce que ce n'était jamais entièrement réel,
mais vers quelque chose de plus honnête. Je pense que c'est mieux. Ma chambre ne sent pas la maison de retraite. Je ne possède pas une seule tasse ébréchée. Mes fenêtres sont orientées sud et le matin la lumière entre propre et longue sur les touches du piano et je m'assieds et je joue et la musique est entièrement à moi. Je veux dire une chose avant de terminer parce que je crois que c'est la raison pour laquelle nous sommes tous ici à écouter cette histoire. Il y a un genre particulier de silence que les femmes âgées apprennent. Un silence construit à partir d'années où l'on nous a dit de petites et grandes manières de prendre moins de place, d'avoir moins de besoins, d'être reconnaissante pour ce qui nous est donné. J'ai appris ce silence. Je l'ai pratiqué pendant des décennies de la même manière que je pratiquais patiemment les gammes, quotidiennement, jusqu'à ce que cela devienne une seconde nature. Mais le silence n'est pas la même chose que l'acceptation. Et la gratitude n'est pas la même chose que la capitulation. Je n'étais pas une femme abandonnée ou maltraitée. J'étais une femme rendue invisible, ce qui est peut-être plus insidieux parce que c'est plus difficile à nommer. Personne n'aurait pu désigner un seul instant et dire « c'était mal ». C'était l'accumulation de moments, le piano dans la buanderie, l'emploi du temps qui n'était jamais le mien. La voix de l'autre côté d'une porte ouverte disant « elle existe juste ici ». C'est ce qui m'a finalement fait comprendre ce que j'avais permis de se produire. J'avais 68 ans et j'avais un piano et une pension et 40 ans d'épargne et une ancienne élève qui vendait de l'immobilier. J'avais toutes les ressources dont j'avais besoin. J'attendais simplement la permission de quelqu'un qui n'allait jamais la donner. Vous n'avez pas besoin de permission. C'est ce que je veux que vous entendiez. Vous avez travaillé toute votre vie. Vous avez donné ce que vous aviez à donner. Vous avez aimé des gens imparfaitement et avez été aimé imparfaitement et avez continué quand même parce que c'est à quoi ressemble l'amour sur une longue période. Et si en cours de route vous vous retrouvez dans une buanderie à jouer des hymnes seul avec des écouteurs et à vous demander comment vous êtes arrivé là, c'est votre réponse. C'est le moment, pas un moment dramatique, un moment calme. Le mien est venu un mardi de novembre avec une marmite de bouillon sur la cuisinière et une voix dans la pièce d'à côté qui ne savait pas que j'écoutais. Je suis Eleanor. J'ai 68 ans. J'ai des mains douces et un bon piano et une vue sur Chester Street depuis 2 fenêtres orientées sud. Et je n'ai jamais, pas une seule fois en 7 mois, laissé une seule assiette dans la buanderie. Si cette histoire vous a touché, si vous vous êtes déjà senti invisible dans une pièce pleine de gens qui vous aiment, j'aimerais vraiment le savoir. Laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il n'est pas trop tard pour se retrouver, veuillez partager ceci avec lui. Nous construisons quelque chose ici ensemble, un endroit pour des histoires comme celle-ci. Et chacun de vous en fait partie. Merci d'être ici. Je vous retrouverai dans la prochaine.